bonsoir à tous et bienvenue Mike ce soir sur les Walls de l'Inconnu et ça nous fait Bonsoir plaisir Hervé. de t'avoir ce soir. Alors voilà, je vais te donner la parole, hein, tu vas commencer ta conférence. Donc en fait, oui, on peut dire que c'est le phénomène ovni en termes de voilà, soucoupiste, on va dire, commence en 47 hein, avec Kenneth Arnold, 24 juin 47, hein, la fameuse vision qu'il a eue en tant que pilote. Et après, bon, il y a eu Roswell, il y a eu Aztec aussi, et ensuite est arrivée vraiment la période des années 50 où justement, là, le phénomène s'intensifie, on va dire. Il s'intensifie. Les premiers cas qu'il y a eu, le premier cas, on va dire même, on pourrait dire en France, alors c'est on peut remonter à loin, c'est 1790 à Alençon, dans la Drôme, où là, il y a un cas de crash carrément, avec un petit être qui sort d'une sorte de boule lumineuse. Et il y a eu carrément un rapport du commissaire Liaboeuf. Et ensuite, il y a eu plusieurs cas qui sont arrivés de plus en plus. Il y a eu un cas en 1930 en Ardèche. Là, je fais une petite rétrospective un petit peu. En 1930, en Ardèche, un témoin a vu une sorte de fusée de 12 mètres de haut dans un champ et 6 mètres de diamètre et qui s'est envolée sans bruit. Et il ne savait absolument pas ce que c'était, bien sûr. Les secours, on n'en parlait pas à l'époque, hein. Donc, c'est quelque chose qui était très nouveau. Euh, le phénomène dont a bien parlé donc, dans les années 50 Erik Zorcher et Jacques Vallée, c'est qu'en fait, c'est un effet d'accroche. Donc, quand je parle d'effet d'accroche, ça commence en 44 avec Toulon-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, où justement une petite fille rencontre une sorte d'ovni avec trois petits êtres. Et de là, en fait, c'est quelque chose qui intervient fin 44. Il y a aussi en 46 où il y a ces phénomènes de, justement, toujours en 44, il y a le cas de Cosel Agustino, près de Lucca. Et ce cas-là, en fait, c'est aussi un témoin qui se trouve en face d'un ovni en forme de soucoupe avec des sortes de grands blonds, ce qu'on appelle les grands blonds. Et là, on est avant Adamski. Adamski, il faut savoir qu'Adamski, c'est après, c'est 52, et là, on est bien avant tout tout le bestiaire, on va dire, Adamski, vénusien, et tout ça. Il semble que le phénomène, justement, s'adapte tout le temps à la psyché du moment, c'est-à-dire il est en mimétisme, en fait. Il est en mimétisme. Et donc là, on est en 44, et donc c'est le cas pour ces grands blancs, entre guillemets, puisque on est en phase donc, de fin de guerre, 44, et donc il y a tout ce phénomène en fait voilà de personnes qui sont d'ufologues qui sont encore assez grands, qui peuvent parfois faire 1,80 m, blond typiquement, voilà. Et on est tout à fait dans le bestiaire de la peur actuelle du moment. Pour ça, la peur actuelle, c'est justement les Allemands, c'est aussi les armes secrètes américaines. Donc, après, vient beaucoup plus les petits gris ou les petits êtres à partir des années 50. Voilà. On pourrait mettre le diaporama, oui, si tu veux. Effectivement. Il y a un cas à Emer Sauerland en 48. Donc là, on est juste encore. Et là, c'est la phase de cueillette, on va dire. Alors, cette phase de cueillette, là, il y a même une sorte de cigare. Il y a cette période de cigare aussi, où ils sont en train la plupart des sufonautes de cette époque-là sont en train de recueillir des plantes, de faire de la cueillette, une phase d'accroche en fait, de manière à ce que les témoins, qui sont souvent des fermiers ou des paysans, soient mis en confiance. Donc, il y a toute cette phase-là, en fait. Et aussi, quand je revenais aux armes secrètes, en 1946, en Suède,
il y a eu une centaine de cas de fusées, en fait, de fusées qui ressemblaient à des V2. Et on est tout à fait dans la période de peur des V2, à l'époque en Suède, où on s'attendait peut-être encore à des armes secrètes, on était encore en période de guerre, c'était juste l'après-guerre. Et ces sortes de fusées tombent dans les lacs, au moins une centaine de cas. Et très curieusement, il y a des recherches qui sont faites et on n'en trouve jamais rien. On ne retrouve rien, et pourtant, des fois, les lacs sont assez peu profonds et on ne retrouve rien. Voilà, donc il y a toute une phase en fait qui préfigure en fait les cas à venir. Et là, ce qui est intéressant dans les années 50, c'est que il y a des traces au sol. Il y a beaucoup de traces au sol. La plupart des cas ont des traces au sol. Alors là, ce qu'on peut voir justement, c'est le cas de Rosa Lotti à Sanina, Toscane. Donc là, oui, c'est très intéressant. Ça se passe justement, 1er novembre 54, donc en Toscane. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas, il n'y a pas justement de télé, il n'y a même pas de journaux. Et cette femme, en fait, va à l'église. Et en fait, elle se trouve en face de petits lutins. Et ces petits lutins sont très malicieux. Ce serait peut-être justement en mimétisme, ce serait peut-être comme des petits démons. Parce qu'en fait, ils lui volent en fait ses bas, parce elle a des bas en fait à la main, on peut voir son image, et en même temps ils lui prennent ses fleurs. Bon, les fleurs, c'est pas grave, mais les bas par contre c'était très cher à l'époque et donc elle ne voulait pas. Par contre en échange, ils voulaient lui donner une petite boîte en cuir et finalement elle ne l'a pas pris, elle la regrettait après de ne pas l'avoir prise. Et l'OVNI en lui-même, qui est un peu en forme oui, de toupie, était aussi fait un peu de cuir. Alors, ce qui est très caractéristique de ces années-là, c'est que on peut vraiment parler, franchement, d'OVNI tous les boulons, pour le coup. Pourquoi tous les boulons? Parce que on est dans une phase où la plupart, des témoins ont touché l'OVNI et ont une décharge électrique et ils ont été projetés. Donc là, il y a quelque chose. Et bon, il y a des traces au sol, ce qui prouve que le phénomène est physique. Même s'il est en mimétisme, il est quand même physique, puisqu'il y a des traces. Et aussi, ce que l'on voit, c'est, là, on voit souvent les intérieurs des appareils avec des gros boutons, des gros leviers, comme dans un film de science-fiction, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que on est avant la SF. Il y a un cas intéressant, justement, c'est Hopkinsville aussi, et c'est aux États-Unis, et c'est là qu'on a parlé des petits hommes verts, en fait, les Little Green. Voilà. C'était à peu près à la même période, justement. Et donc, on a commencé à voir ces petits êtres. Donc, ce qui s'est passé pour cette dame, après, bah, elle a poursuivi son chemin. Et après, bah, le cas est devenu très célèbre, en fait. Et c'était une région, on va dire, très sauvage, hein, donc il y avait peu de choses qui se passaient. Il y avait quelques réparateurs qui venaient installer l'électricité. C'était tout nouveau encore. Et donc là, elle pensait que c'était des réparateurs un peu petits, mais bon, des réparateurs. Et après, elle s'est rendue compte que non, il y avait peut-être un problème, puisque même le prêtre lui a dit, mais vous avez vu des martiens? C'est les martiens que vous avez vus. Elle ne savait pas. Voilà. Euh, donc oui, on peut passer le cas, après, on peut passer une image après, éventuellement. Bon, avant, il y avait le cas de 44 de Toulouse-sur-Harroux, on pourrait voir en Saône-et-Loire. J'en ai déjà parlé un petit peu avant. Euh, Alors voilà, comme tu dis, voilà. là actuellement, donc Oui, c'est pour ça que la période, on va dire milieu des années, enfin milieu du XXe siècle, c'est là où c'était intéressant puisqu'on parlait, comme tu as bien dit, de tôle et boulons, donc c'est-à-dire de complètement. soucoupes volantes ou Complètement. d'objets. Voilà, on parlait pas tellement d'ovnis encore, tu vois. C'est Oui, on parlait de soucoupe volante, le phénomène était bien dur, bien,
bien présent, hein, pour les personnes, hein. Donc, l'ère des contactés, tout ça, est venue bien après, bien après, en fait. Donc oui, là, ce cas donc est un des premiers cas français donc recensés. On parle Éric Zorcher. Donc c'est un cas intéressant parce que c'est le début en fait d'une phase d'accroche. Ensuite, il y a un autre cas. Donc j'en ai parlé juste après. C'est justement le cas de Coselli, été 44, ou près de Lucas, où là, voilà, le témoin justement s'est échappé parce qu'il a eu peur. En fait, il a pensé que c'était justement une arme secrète allemande ou américaine, et il a pris la fuite. En fait, il s'est dit c'était dangereux de rester là. Voilà, c'est un cas intéressant, hein. Donc là, c'est en été 44, hein, et donc c'est toujours en Italie, hein. Il y a des cas assez intéressants justement en Italie comme en France. Euh, et là, on est 10 ans avant la vague septembre-octobre 54. Et là, donc, on voit ces phénomènes un peu de, de grands blonds qui après n'a plus perduré. Alors, il y a eu quelques cas après au Brésil, dans les pays d'Amérique du Sud. Et après, ça a plus ou moins disparu et c'est devenu plutôt un mythe avec Adamski et Horton et tout ça. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour Horton, c'est qu'on est encore dans le mimétisme, parce que Horton était une figure un peu de démon. Et finalement, comme pour le cas de Semina, où le phénomène s'adapte à la psyché un peu du témoin, où elle voyait des petits démons, quoi, comme des petits démons. Et là c'est la peur plus en 44 de l'allemand, c'est la peur de l'américain, de l'arme secrète. Voilà. On peut passer à l'image suivante. Dans les années, en fait. Alors voilà, j'en ai parlé là, ici. C'est donc ce fameux cas voilà, de collectage en fait d'herbes. Là, pareil, alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont la plupart des suissonautes de l'époque ont aussi des scaphandres, ils ont aussi il y a beaucoup de hublots. À chaque fois, dans ces cas-là, des années 48, 50, il y a toujours des hublots. On voit beaucoup de cigares. Aussi, bon, les témoins voient ces ultranautes qui ont donc des bonbonnes pour respirer, comme s'ils avaient du mal à être sur Terre. Et ça, on ne le voit plus du tout après. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça dure vraiment dans les années 50 et on est totalement, parce qu'après, le témoin se dit, mais c'est ce que j'ai vu après sur la Lune, les cosmonautes. Il a compris bien plus tard qu'en fait, ça ressemblait à des cosmonautes. Mais sur le moment, il s'est demandé pourquoi ils avaient tous cet accoutrement. Voilà. Donc ce sont les dessins d'Eric Zurcher qui nous a très bien mis en valeur tous ces cas intéressants de France et d'Italie. Il y a aussi Pinotti qui a beaucoup parlé aussi des cas italiens. Donc c'est intéressant, qui a été traduit par Jean Livrero aussi, qui a été traduit. Donc je le salue en même temps. Donc oui, c'est très intéressant. Après, on peut parler du cas suivant qui Alors est… Mike, Oui, oui, excuse-moi de t'interrompre, dis-moi. j'ai déjà une petite question. Alors je ne sais Bien pas sûr, si on peut prendre des questions pendant ton on peut. intervention ou Oui, d'accord, ok. Donc c'est une question de Esther qui dit les quelques cas en Amérique latine d'apparition de grands blonds, hein, tu en as parlé des grands blonds, qu'on appelle les humeaux ou les humites, hein, peut-être que tu reviendras dessus après, oui, 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 oui. Oui, sont-ils liés à la fuite de certains nazis là-bas? Alors c'est vrai que c'est une bonne question, puisque il y a plusieurs, il y a plusieurs théories. Ça peut être une des théories, mais je pense surtout qu'il s'agit du mimétisme. Bien qu'il y a certains cas où justement le témoin avait entendu des borogmimes comme si c'était en allemand. Justement, donc oui, il y a des cas ainsi. Mais ce qui est intéressant par rapport aux humides, justement,
Les Zoumites, enfin, selon leur dire, ont atterri le 28 mars 1950 à la Javie. Et on est encore en 1950, quoi. On est au début, Exactement, voilà. exactement. Euh, voilà. Donc, oui, après, c'est possible. Soit c'est pour l'Amérique du Sud, soit c'est du mimétisme. Après, ça peut très bien, oui, pourquoi pas, être des Allemands, quoi. On ne sait Mmh. pas, en fait, vraiment. Mais moi, je pense qu'il s'agit surtout du mimétisme avec la peur du moment. Voilà. Ouais. Il y a un autre cas qui est très intéressant. C'est le cas de Abbiate Guazzone en Lombardie. Voilà, donc c'est le 24 avril 1950. Où là, c'est un sidérurgiste, en fait, on peut voir après l'image. Un sidérurgiste, donc, qui a lui aussi, il avait touché l'objet et il a été pris, en fait, il a été complètement paralysé. Alors, il y a cette phase aussi de paralysie des témoins, comme avec Valensole en 65, où les témoins sont paralysés avec des sortes de tubes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, c'est un cas aussi intéressant. Donc là, c'est en Lombardie, il y a toujours des traces. C'est un métallurgiste qui s'appelle Bruno Faccini. Et, euh, et cette personne, justement, voit un ovni et des êtres, en fait, qui ont l'air comme nous un peu, mais pareil, avec des scaphandres. Et, euh, et ces êtres-là, en fait, sont en train de faire de la sidérurgie, exactement comme son métier. Donc il y a toujours cette notion de parallèle avec le métier. Donc ça, c'est très intéressant, quoi. Et donc, la taille était plus ou moins normale, entre 1,60 m et 1,70 m. C'est après les années 50 que les petits gris, on va dire, sont arrivés. Mais là, on est dans une période où ils nous ressemblent beaucoup plus. Ils ressemblent finalement aux pilotes de science-fiction, quoi. C'est ça qui est très intéressant, quoi. Ça se calque. C'est un peu comme la vague de 897, où des dirigeables, des ufonautes se déguisent en farmers. Se déguisent en farmers, donc c'est très intéressant. Je fais des enquêtes aussi là-dessus, des choses comme ça, avec Marina X, et donc je fais des enquêtes sur plein de cas comme ça aussi. Donc c'est intéressant. Euh, Tous ces cas-là sont intéressants parce qu'ils sont en parallèle avec la mythologie du moment, on va dire. Voilà. Donc, donc voilà, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui ne revient pas ensuite, en fait. Voilà. Quelque chose qui ne revient pas ensuite. On peut parler, oui, du cas de Beau Soleil. Et là, juste dans ce cas, on voit encore les petits, on voit encore les escaliers, on voit encore tout cet appareillage, en fait, hein, qui est là pour tromper le témoin, finalement. Parce que même dans le cas euh, de, de, de 1897 avec des dirigeables, le témoin voyait euh, justement tout un appareillage pour le tromper, en quelque sorte. Pour lui faire croire que ça existe vraiment, pour lui faire croire que c'est quelque chose qui a tous les boulons. Voilà. Le cas de Beau Soleil, dont on a parlé tout à l'heure, Hervé, tu connais un petit peu le coin. Donc c'est dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est très intéressant parce que il y a en fait, il y a les témoins assistent en fait à, à cet ovni qui est très particulier, qui est en forme justement d'œuf, mais qu'on pourrait rappeler dans la mythologie un peu avec Jérôme Bosch, avec justement tout ce bestiaire un peu de la mythologie ancienne. Ce qui est très intéressant, c'est que le phénomène maîtrise très très bien les codes de la mythologie. Voilà. Et donc là, on est dans une phase de théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce qu'en fait, ces témoins-là, ils assistent de loin, ils voient une scène de théâtre et, euh, et en fait, ceux qui assistent à cette scène de théâtre ne voient pas le phénomène, ne voient pas l'ovni avec ces deux petits êtres-là.
Et par contre, les témoins le voient parce qu'en fait, il est caché derrière la scène. Et les témoins attirent l'attention du public qui, le public en fait se fait huer, enfin le public les hue parce que dérange le spectacle et, et donc en fait, bah, après ils doivent partir. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement on est dans une dans une fête de théâtre. C'est un peu comme le Jacques Vallée disait, il y a j'aimerais connaître le projectionniste qu'il y a derrière ce phénomène. Parce qu'en fait, c'est un scénario toujours. Et là, finalement, on est dans des boîtes gigognes en quelque sorte, où le phénomène se met en scène, même dans une scène de théâtre finalement. C'est très intéressant. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pour un cas Eric en a comme ça, hein. parlé, oui, oui, c'est surtout Eric Jourson qui en Mmh. a parlé, qui a mis en avant, bien avant ce cas, voilà. Mmh. Alors il y a un autre cas, c'est la créature de Chabreuil. Donc là, on est en 1954, c'est dans la Drôme. C'est une femme en fait qui voit un petit être qui apparaît comme dans du cellophane, qui avait l'air petit et surtout, elle le remarque parce qu'il a des grands yeux. Il a des grands yeux et donc ce cas est intéressant aussi parce que le petit être en fait, avance doucement comme un épouvantail. Elle le prend pour un épouvantail au départ et on est encore dans cette phase d'accroche, de cueillette, de mimétisme par rapport au témoin où il semble prélever quelque chose. Et après, ben, le petit être s'en va directement, mais elle a eu très très peur en fait. Elle a été très choquée et c'est Madame Leboeuf, donc elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre au départ. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, il y a ces histoires de grands blonds de Scandinaves. On va parler des Allemands. Oui, voilà, ça c'est les illustrations de Chevalier d'ailleurs en fait. Chevalier d'ailleurs. Donc c'est une BD très très bien de Jacques Loeb et Robert Gigi. Donc c'est vraiment une BD très intéressante présente ici. Voilà. Qui parle de ce cas notamment. Justement, ce qui est intéressant, c'est que après, il y a un ufologue qui est venu en 74 qui a voulu enquêter sur ce cas et elle a dit en fait, je ne peux pas en dire plus parce que les Scandinaves, elle les appelait les Scandinaves, sont venus me voir et m'ont dit de rien dire. Alors, on est un peu dans le phénomène des Men in Black, sauf que là, c'était les blonds. Donc c'est très bizarre. Hein. Et même Monsieur Maas à Valensole a dit la même chose, qu'il avait été contacté par des Men in Black après, et ça on en parle peu finalement. Donc là encore, le Men in Black, c'est un phénomène de mimétisme où c'est des voitures des années 50, des voitures rutilantes qui ont l'air de sortir de pochettes surprises, même les habits, etc. Voilà. Donc c'était marrant, c'est assez drôle de citer ce cas aussi dans les répercussions qu'il y a eu après pour la personne. Voilà. Alors il y a un cas intéressant, c'est l'Isetta, voilà. Donc là c'est un cas donc l'Isetta spatial de Tripoli. Alors là c'est assez drôle. Hein. C'est donc le 23 octobre 54 donc. C'est un témoin donc à 3 heures du matin, il voit en fait cet appareil dans son champ toujours. Donc ce qui est intéressant, c'est que le phénomène encore toujours dans le mimétisme, puisque cet ovni-là, il est comme un tricycle et même la partie avant s'est retournée comme pour faire un demi-tour. Et à l'époque, donc dans les années 50, il y a une voiture qui est très connue à l'époque, c'est l'Isetta, justement, qui était un tricycle. Et alors toujours, il y a toujours ces scaphandriers, hein. Les gros boutons, les scaphandres, ils ont l'air très occupés. Alors souvent, c'est souvent ça, c'est le coup de la panne. Hein.
que le témoin se trouve là, ils sont très affairés, ils sont 4-5, ils font pas attention aux témoins, ou quand le témoin va s'approcher, là, ils font comme s'ils l'avaient vu et ils s'en vont en courant, ils s'enfuient. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un scénario, quoi. Le phénomène maîtrise tout à fait le temps et l'espace. Et il y a souvent un effet dose en plus. Parce que l'effet dose, c'est un effet où le témoin se trouve presque coupé de tout dans une bulle. Il n'y a presque plus rien autour qui se passe. Même sur des routes fréquentées, des fois le témoin est plongé dans cet effet où il n'entend plus rien, il n'entend plus de voiture, et il n'y a que le phénomène qui est là. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc il prouve que il nous met en condition, on va dire. Alors pourquoi il nous met en condition? Pourquoi il y a cet effet dose? C'est peut-être aussi pour des enlèvements, c'est peut-être aussi pour des abductions. Pourquoi le témoin est mis dans cet état de rêve, en fait? C'est Pierre Guérin qui parlait du rêve éveillé, quoi. On est vraiment dans un état de Mmh. rêve éveillé, quoi. Donc voilà, c'est un cas assez intéressant. Voilà, Ouais, ce c'est très intéressant ce que tu dis, Mike, oui, parce que oui, à chaque, apparition d'OVNI, enfin d'engins ou, oui, d'abduction, tu as cet effet où, tu as la sensation que tout s'arrête, même le son ouais, et ça les témoignages, tu le vois à chaque fois, tu ouais, l'entends à chaque fois et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. c'est vrai, Effectivement. c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, oui. Alors ce qui est assez drôle aussi, même si le témoin est chez lui, ils Mmh. vont alors s'ils veulent vraiment le contacter, enfin s'ils veulent vraiment l'attirer à son attention, ils vont pendant 1 heure faire un bruit, mettre une lumière, faire quelque chose pour l'attirer. Donc il va sortir de chez lui, il n'aura pas le choix. Il est attiré par quelque chose. Donc même s'il est chez lui tranquille, il y a quelque chose qui va l'attirer. Comme un sidérurgiste il va voir au fond une sorte d'étincelle ou quelque chose, ou un réparateur électrique. Il va avoir une étincelle, il va voir quelque chose, il va se précipiter, il va voir, il faut que j'aide, c'est mon métier. Et en fait, il arrive sur l'OVNI. Et là, il comprend que, en fait, c'était une méprise. Il y a même des cas où c'est quelqu'un qui était dans la SNCF, qui s'occupe du balayage des lumières en particulier, et qui voit un phénomène qui œuvre de la même façon, avec ce même balayage de lumière. Donc c'est assez drôle, quoi. Tout le Mmh. temps, ça revient, ces phénomènes, en fait, on est comme vous, on vous ressemble, mais toujours avec ce phénomène d'absurdité, quoi. Toujours ce phénomène, en fait, d'absurdité, parce que le phénomène pourrait se calquer vraiment, puisqu'il a la technologie pour, mais il se met en œuvre de manière à ce que le témoin se dise: «Il y a quelque chose qui est pas normal». Ça parle à son inconscient. Bah, ce Ouais. qui est intéressant dans cette phase des cas des années 50, c'est qu'il y a justement énormément de contactés, notamment, bah, aux États-Unis, hein, surtout, hein, que ce soit Billy Mayer, que ce soit, il y en a plein d'autres, hein. Mmh. Hem, mais ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, ils ont des noms, justement, de démons à chaque fois, ceux qui les contactent. Donc Astarté, Ashtar, Mmh. c'est toujours des noms qui sont en parallèle avec la mythologie, mais sulfureuse un peu. Donc c'est ça qui est assez drôle, hein. Mmh. Donc oui, Adamski aussi, hein, c'est Orton, les Vénusiens. Euh, c'est intéressant, tous ces cas-là. Les années 50, je pense qu'ils ont été trompés par un phénomène voilà, ils étaient contactés. Mais là, c'est une autre chose. Là. Des fois, ils ont cru voir le phénomène, mais il n'y a pas de trace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt un rêve, une sorte de rêve éveillé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été peut-être abductés, on leur a projeté une sorte de scénario, de film, mais là, à ce moment-là, il n'y a pas de trace, vraiment. Voilà. Donc, oui, après, il y a tellement de cas, enfin, ça, c'est une énumération euh, incroyable de cas où tout le temps revient la même chose, avec ces mêmes phénomènes des années 50, donc de scaphandriers, de bonbonnes de gaz, de traces au sol, de tolérboulons pour le coup, parce que le témoin, des fois, voit où il tape sur l'OVNI puis il se prend une décharge.
Donc il y a plein de cas ainsi euh, qui, qui montrent que voilà, le phénomène, en fait, il s'approprie il s'approprie le milieu dans lequel le témoin vit, en quelque sorte. Il y Mhm. a un cas intéressant, c'est le 20 mai 1950, c'est près de la Loire, où là, c'est une femme qui, en fait, a été attaquée par des sortes de mains, mais des mains noires et géantes, et c'était très, très brillant, et elle a été malmenée, quoi, mais vraiment malmenée, avoir des éraflures, des griffures, par un être vraiment étrange. Et il y a eu des traces au sol, encore une fois, avec les arbres avaient été calcinés. Donc il y a eu plein de choses dans ce style-là aussi. Là, c'est vrai, c'est un cas intéressant. Elle n'a pas voulu témoigner, je veux dire, en tant que son nom, parce que c'était vraiment un cas où là, vraiment, elle était très très marquée, quoi. Ça a été très dur, c'était très dur pour elle, hein. Euh, alors, ce qui est drôle aussi, c'est que dans les années 50, aux États-Unis, il y a le carrousel de Washington en 52, en 1952, où il y a tous ces phénomènes en fait d'ovnis qui sont apparus au-dessus de Washington. Donc il y a toute une vague encore dans les années Ouf. 50. Dans les années C'est 50 aussi. c'est en relation avec le projet Blue Book, ça. Oui, C'est... complètement. Bah, on est dans Blue Book, on est dans le rapport Condon, on est tout à fait là-dedans, dans James Ouais, ouais, McDonald, ouais. Forrestal. On est dans toute cette période-là où, avec les Air Force. Exactement. Alors, je te coupe un petit peu. Alors, Dis-moi donc. il y a une petite question Oui, avant de passer peut-être à des questions du public, à ceux qui nous oui, regardent ce soir et celles qui nous regardent ce soir. Et alors, est-ce que tu as parlé de Céré, non, hein, le 22 août 56, ça te parle oui, ou... voilà. Ouais. Alors voilà, exactement. Voilà, ça c'est, oui. Ah, ça c'est la photo. Voilà, c'est celle-là que je vais. Ah bah voilà. Ah, ça c'est un cas très intéressant qui est tiré de ce livre-là, donc de Pierre Verroudy, qui arrive à Serra de 77. Alors ce cas, c'est donc Serra, 22 août 56. Alors c'est vraiment un cas à part, parce qu'on est vraiment dans le mimétisme. C'est une dame, en fait, qui est doublée par ces motocyclistes qui ont des motos rutilantes, géantes, et ces deux petits hommes, en fait, enfin, ils sont plutôt grands, en fait, hein, deux par deux, sont casqués, masqués, et bloquent la route aux témoins. Et donc là, on est vraiment encore dans le mimétisme. Elle est en motocyclette, et ce sont deux motocyclistes, apparus de nulle part, qui arrivent comme ça, et sont vraiment dans le mimétisme encore, du témoin. Et après, le phénomène, elle les contourne, et après, donc elle les contourne, elle arrive à les dépasser, et elle se retourne, et ils sont là, ils ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un cas vraiment intéressant, puisqu'on est vraiment dans cette phase c'est gros, quoi, quand même, c'est un peu la tromperie, enfin, on est vraiment dans ce côté d'ostentation, quoi. Il est très Mhm. ostentatoire, et en même temps, il se cache, quoi. Il se montre vraiment. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de traces, hein, pas de traces de pneus, mais donc c'est un cas, ouais, c'est un cas intéressant. Et rare, hein, parce que il est inédit, ce cas, parce que personne, à part Monsieur Béroudi, on en a parlé. Voilà. Ok, Ouais. ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a plein de cas intéressants, hein. Même un cas aussi à Long. Alors, là, quand on parle des motocyclistes, il y a un cas à Lombez, le 3 février 54, à 14 heures, c'est Madame Jandot, en fait, qui se trouve sur le pont de la Save, et elle voit un motocycliste qui regarde le ciel. Alors, bon, avec des yeux ouais, hypnotisés par le ciel. Elle se demande pourquoi. Elle ne regarde pas le ciel à ce moment-là. Elle promène son chien, elle promène un landau, pardon. Et en fait, 5 minutes après, ou 10 minutes après, elle se retourne, et elle voit toujours le type qui regarde au ciel. Voilà. Il est habillé en motocycliste, en motard. Bizarre. Il est assez étrange, assez étrangement accoutré. Et en fait, elle se rend compte que bah, ce qu'il regarde, c'est un ovni. C'est un grand ovni, et il y a eu plusieurs témoins. Et il y a eu 4 témoins, en fait, et ces 4 témoins ne se connaissaient pas. Ils sont tous repartis comme en silence. Ils se sont même pas parlé entre eux. Ils étaient complètement abasourdis, complètement mis sous emprise.
Voilà. Et d'ailleurs après, ils n'ont pas compris pourquoi, ils n'ont pas parlé entre eux, mais ils étaient, stupéfaits, quoi. Ils ont été, vraiment sur le coup, assez mal, hein, en fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de cas ainsi comme ça, mais on va dire que la vague de septembre-octobre 54 en France, c'est une vague énorme, un peu comme la vague belge de 89, comme la vague de 1897, comme la vague des fusées de 1946. C'est toujours par vague, en fait. Mmh. C'est toujours par vague. Par exemple, 1897, c'est juste mars-avril 1897. Là, c'est septembre-octobre. En 46, c'est l'été. C'est juste l'été. Ça ne dure pas. Et après, tout le temps, revient d'autres phénomènes, d'autres ovnis, d'autres tromperies en quelque sorte, parce que c'est toujours pour nous habituer. Le phénomène semble protéiforme. Pourquoi protéiforme? C'est Proté. C'était le dieu, un des dieux grecs de la tromperie, quoi. Il nous trompe, Mmh. il s'adapte. Il s'adapte à nous, quoi. Voilà. Donc, voilà, Jean Sidor aussi a parlé beaucoup de ça. Donc il y a beaucoup de choses, hein, à dire. Il y a ce cas qui est vraiment à la lisière, on est en 1961, où c'est Joe Simonton, où là, c'est un être qui, là, c'est aux États-Unis, donc il lui demande de l'eau et de l'eau pure. Alors ça, c'est pareil, on le retrouve ça dans la vague de 1897, où il demande du sulfate de cuivre ou de l'eau, ou des choses comme ça, quoi. Comme un peu les lutins dans le temps, où ils demandaient de l'eau, les phénomènes de la gentilhomme en Irlande. Et donc là, il lui demande de l'eau et il lui donne des petits gâteaux en sarrasin qui ont été étudiés en laboratoire. On a trouvé de la coque de sarrasin. Donc là, on est encore dans l'absurdité, quoi. On est encore dans ces choses-là. Et finalement, comment prendre au sérieux ces phénomènes-là quand eh bien, des scientifiques se disent, mais on lui a des petits gâteaux. Bon, c'est, voilà, Et ouais. c'est assez drôle, quoi. C'est assez Mmh. drôle. Ouais. Ensuite, il y a, ah oui, on l'a pas vu sur les images, le cas de Marius de Welde, Quarouble, Mmh. le 10 septembre 1954. On va pouvoir parler de ce cas. Il est en image, je l'ai mis en image. Alors, c'est toujours tiré de la BD de Sauvenus d'ailleurs. Le cas est intéressant parce qu'en fait, à un mois d'intervalle, le témoin a vu ces petits êtres qui ressemblaient un peu. Là, ils étaient plus petits, ils ressemblaient presque à des petits Chinois. Donc, le 10 septembre 54, donc à Quarouble, le témoin de nuit, près de la voie ferrée, donc entend le bruit, il va voir, le chien aboie, et, et donc il se trouve en face d'un ovni qui est sur la voie de chemin de fer avec des petits êtres. Et, et donc il s'approche, et après, comme par exemple, le phénomène s'en va et revient, et le phénomène revient en journée, là, le 10 octobre 54, si j'ai bonne mémoire. Et là, par contre, ils viennent en journée et il y a son fils qui a 4 ans. Ils viennent, ils caressent les cheveux de son fils et ils lui prennent des poules. Ils lui prennent une petite poule Ah, et la poule ouais. semble complètement s'affaisser, complètement être en confiance et il l'embarque à bord de l'engin et ils s'en vont. Donc là, on est encore dans ce phénomène. C'est un cas important, Mario de Well, parce que quand même, il y a des traces au sol, encore une fois. La DST est venue voir, constater les traces que le phénomène avait vraiment, ça avait écrasé le sol, hein, sur la voie de chemin de fer. Donc encore ces traces-là, quoi. Il y a eu une certaine forme d'évolution dans, les apparitions, donc, comme je disais au début, de soucoupes, hein, ce qu'on disait soucoupe et après Oui, d'ovnis et oui, voilà, je te vois et alors c'est vrai parce que c'est pas bête ce qu'on m'a écrit parce que les petits gris, c'est vrai qu'on a commencé réellement à en parler, tu vois, au début des années 90, tu vois, vers là, un peu comme dans les films de science-fiction et cetera et cette certaine forme d'évolution, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Parce que, je crois